Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on termine troisième et dernière partie de notre série sur les ranges, celle où on se détend un petit peu comme toujours. On fait la partie philo, on résume un petit peu l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur les parties précédentes, les parties techniques et la partie psycho. Et évidemment, on élargit un petit peu tout ça. Le but est encore une fois pas simplement de se détendre, c'est de vous expliquer. C'est vraiment une méthode pédagogique que j'applique ici devant vous et avec vous. C'est que en rationalisant les choses, c'est-à-dire en les ancrant dans le réel, c'est beaucoup plus facile en fait de créer des connexions et donc de se souvenir de la chose. Donc le principe, c'est qu'on ne fait pas une émission philo juste pour le plaisir de blablater, c'est parce que tout simplement, en prenant des choses un peu abstraites, et en tout cas des choses qui ne vous semblent pas forcément très naturelles, dans la partie technique et dans la partie psycho, c'est en vous rendant compte que ces processus-là ont des résonances dans des choses bien différentes que le trading, ça vous permet voilà, tout simplement de faire travailler les mêmes neurones qui ont stocké cette information, et plus on fait travailler un neurone, plus il se souviendra, enfin plus ses connexions sont solides, etc. Bref, donc c'est beaucoup plus facile en fait de mémoriser et de rendre ces schémas et ces façons de raisonner dans les ranges efficientes dans votre trading tous les jours si on élargit un petit peu le champ des possibles en dehors du trading. Donc, euh, si on essaie de faire cet exercice sur ce qu'on a fait, donc déjà l'essentiel c'est de résumer, donc on va essayer de rafraîchir les connexions qu'on a mis en place les 2 dernières semaines. Donc dans la partie technique, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir, c'est que comme on a dit, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue purement euh, euh, on va dire statistique, c'est à ça que servait la partie technique, on a bien compris que ce qui domine dans un range, c'est l'indécision, donc la théorie du chaos. En tout cas, il y a à ce stade-là une infinité de possibilités, que ce soit en termes de structure et de temps. C'est-à-dire que les seules choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrise pas vraiment et qu'on n'arrivera jamais à maîtriser dans un range sont les timings, les amplitudes. Autrement dit, les ranges suivent tous plus ou moins la même sorte de structure. Comme on a dit, on a mis en place certaines règles que vous pouvez appliquer dans les ranges, que celles que je vous transmets souvent, donc la règle de dire on a souvent tendance à taper 2 fois dans un sens, puis 2 fois dans l'autre, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est-à-dire que dans un range, la plus grande probabilité, c'est qu'il y ait 2 poussées dans un sens, et au bout de la seconde, on a le plus de chances d'en former 2 dans l'autre. Ça ne veut pas dire que tous les ranges se forment comme ça veut juste dire que la structure résonante d'un range, c'est celle-là. Statistiquement parlant, quand on analyse des centaines et des centaines de ranges, c'est ça la structure qui ressort. Alors, qui ressort ne veut pas dire que, voilà, effectivement, 100% des ranges sont comme ça. Donc, ne jamais et ne surtout jamais penser déterministe dans un range. Il ne faut jamais penser déterminisme de toute façon dans toutes les structures de marché, mais dans le range, c'est encore plus faux si vous essayez de le faire. Donc, on n'est pas là pour expliquer comment fonctionnent les ranges, encore moins pour essayer de les prédire, simplement essayer d'utiliser un aspect statistique. Donc on a mis en place cette règle-là, qui est donc tout simplement, on ne contrôle rien dans un range, mais il y a une forme de résonance en termes de structure qui tend à tendre vers ces 2 vagues. On a vu également que dans un range, il y avait un trade spécifiquement dans lequel il y a aussi une forte résonance, qui est ce fameux trade de la troisième borne de range, qui consiste à attendre que le marché ait déjà formé 2 bornes et qui consiste à rechercher une zone à la fois temporelle et utilisation de Fibonacci pour vraiment doubler la gestion du risque, parce que quand on a vraiment affaire à la théorie du chaos, il faut vraiment y aller costaud sur la gestion de son risque, qui tend à dire, normalement, on trouve souvent un trade vers les 76% de retracement, et de préférence après les 2 vagues, c'est-à-dire de préférence après 2 vagues de baisse, 76%, et avec une certaine notion temporelle qu'on introduit, nous, avec la lecture des canaux de tendance, qui, eux, prennent en compte le temps, mais qu'on compense évidemment par la lecture Fibonacci, puisque comme on l'a dit, le problème c'est que les structures de range sont immaîtrisables sur le temps, et ça impacte évidemment la psychologie, ça c'est ce qu'on avait vu dans la deuxième partie. Donc sur la structure, les seules choses qu'on peut épuiser, ce sont celles-là. L'utilisation du Fibonacci pour filtrer les erreurs temporelles et éviter les biais de lecture qui sont dus à un travail de votre biais d'impatience. Donc le Fibo, ça sert surtout à ça, mais ça sert aussi, donc, comme on l'a dit, à un aspect technique. Et évidemment, l'aspect temporel, on ne peut pas non plus le négliger parce qu'il est important quand même, mais il n'est pas prépondérant dans un range. On utilise les canaux de tendance pour ça et la lecture de contexte qui nous permettent de structurer. Et on garde toujours ce schéma de pensée que quand on a tapé 2 fois dans un sens, la probabilité s'inverse relativement à continuer dans le sens précédent. Donc ça ne veut pas dire qu'on va se renverser, ça veut juste dire que les chances de continuer sont relativement faibles, et en tout cas la probabilité d'obtenir un renversement après 2 vagues de hausse sont relativement fortes, même chose après 2 vagues de baisse. Ok. Donc ça, c'est pour rappeler les principes techniques qu'on avait mis en place. Donc une stratégie bête et méchante, à laquelle on peut altérer une structure de range plus acheteuse ou une structure de range plus vendeuse, c'est-à-dire, comme on a dit, il y a la structure de range neutre,
celle où le retracement est généralement de l'ordre de 76%, et il y a des fois des ranges un peu plus orientés où le niveau de retracement aura du mal à dépasser 61%. Ok, donc ça c'est l'ensemble de ce qu'il faut absolument retenir dans ce qu'on avait dit sur les structures de range. Dans ces cas-là, on altère très légèrement les règles de positionnement d'un range neutre en remontant le niveau de Fibonacci à 61% au minimum. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer le Fibo 61, ça veut dire que c'est un minimum à attendre pour avoir une gestion du risque suffisante. Évidemment, attendre nos contextes, c'est aussi normal. Je vous ai expliqué les règles qui vous permettent de valider la probabilité suffisante d'un range pour être orienté à l'achat ou à la vente, le fait qu'on doit casser les contextes ici et tenir les clôtures hors de ces contextes, et pas qu'une fois, de préférence au moins une fois, et le plus significativement possible pour traduire une volonté directionnelle un peu plus forte. Voilà. Dans tous les cas, il ne s'agit que de probabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a tapé un peu fort sur la première vague qu'on va forcément racheter à 61. Mais il faut statistiquement se préparer à regarder ici. Et je vous rappelle que la dernière ligne de filtrage, ça reste les signaux. C'est-à-dire que si ici vous n'avez pas de signaux de type tendance, vous n'achetez pas 61% de Fibo et vous attendez sagement le 76 dans un range classique. Voilà. J'espère que toutes ces règles-là, même si elles sont rappelées extrêmement rapidement, sont connues à ce stade. Ou en tout cas, le but ici, c'est simplement de rafraîchir votre mémoire. On a vu dans la partie psycho donc que les deux biais de travail habituels, enfin les deux biais d'altération d'un jugement humain, en tout cas quand on est dans l'application d'un trading quotidien, c'est effectivement toujours les mêmes. Donc le biais d'impatience, souvent mis à très rude épreuve dans le range, du fait que le timing est littéralement absolument impossible à maîtriser et que le timing impacte grandement votre vision, comme on l'avait dit. C'est-à-dire que si on se dit sur un range, on a, admettons, deux impulsions qui vont être comme ça, à placer, d'accord, et les corrections baissières sont de cet ordre-là, d'accord, eh bien, en réalité, la façon dont vous gérez le temps avec ces composantes-là, c'est-à-dire qu'avec ces contraintes-là qui sont que vous savez quelle amplitude vont donner les mouvements, vous savez qu'ici vous allez avoir affaire à un range haussier, mais votre perception de ce range peut changer de manière relativement radicale en fonction du temps qui a été passé à construire chaque vague. Rappelez-vous, comme on avait dit, si la première vague elle est comme ça, d'accord, que la seconde elle met 3 plombes, mais que, en gros, que celle-là on met 3 plombes pour la faire, que la suivante fait comme ça, et que derrière on met encore 3 plombes pour consolider, vous allez vous dire que ça c'est clairement ultra boule qu'il faut acheter à mort et compagnie, alors que si vous faites la même chose, c'est-à-dire la même chose mais en répartissant le temps à l'extrême opposé, c'est-à-dire si vous mettez 3 plombes à faire ça, que d'un coup boum vous vous cassez la gueule, puis que derrière vous mettez 3 plombes à faire ça, hein, en soi c'est la même chose, et que vous faites ça, vous allez vous dire que ça c'est beaucoup plus bête. Voilà, c'est comme ça, c'est con. Et pourtant, vous avez passé la même durée entre point A et point B, c'est-à-dire entre là et là, c'est la même durée, hein, théoriquement. Voilà. La seule chose que vous avez changé ici, c'est la répartition temporelle entre les cycles de hausse et les cycles de baisse. Et rien que ça, encore une fois, ça peut travailler considérablement vos biais d'impatience, puisqu'autrement dit, ici, l'amplitude qui a été balayée est la même. Donc l'information qu'on a, théoriquement, c'est la même. Mais le biais de lecture que vous allez introduire par le biais d'impatience est totalement différent. Autrement dit, dans cette structure-là, vous allez être beaucoup moins agressif à la vente, parce que vous allez voir que c'est très impulsif, vous allez dire, ok, j'attends, voilà. Si par exemple, je veux chercher le reverse ici, je vais y aller beaucoup plus doucement. Et par contre, si je cherche ma troisième borne de range ici, l'erreur, c'est que souvent, on va se dire, oh putain, ça fait 3 plombes qu'on consolide, allez, j'y vais ici. Et qu'est-ce qui se passe? Vous achetez 50% de retracement, et c'est pas bon. Voilà, donc le principe, c'est qu'il faut vraiment apprendre à respecter ces règles. Le temps dans un range est important aussi, comme on l'a dit, il fera évoluer vos canaux de contexte, mais par contre, vous ne pouvez pas trader avec un minimum, sans au moins un minimum de ratio risque-rendement, et donc les Fibonacci, et eux, ils n'en ont rien à foutre que ça mette 3 plombes ou que ça descende aussi fort. Ok, donc le Fibo, c'est vraiment là pour gérer le biais d'impatience et rajouter un aspect statistique et en gestion du risque dans le trading des ranges. L'autre biais, comme on l'a dit en psycho, c'est toujours le même, c'est le biais d'incertitude, et dans un range, comme l'incertitude est à son plus haut niveau, puisque donc dans un range, par définition, le marché est perdu, il est dans l'attente d'un catalyseur suffisant pour sortir de cette structure et se diriger vers une autre zone de prix. On est donc ici dans un ballottage des investisseurs, à la fois à la hausse, à la vente, avec tout un réseau d'informations aujourd'hui extrêmement développé, dans un sens où ce réseau aujourd'hui dans un range, il est plus perturbant qu'autre chose. Autrement dit, c'est pas avec l'information qu'il faut trader le range, mais bien
à l'inverse et rester et garder une stratégie technique. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que tout simplement, si vous vous informez dans un range, la seule chose que vous faites, c'est travailler votre biais d'incertitude. C'est-à-dire que l'information qui va vous parvenir, soit elle va vous conforter dans votre biais décisionnel, c'est-à-dire vous êtes en train d'acheter, c'est une information positive, c'est bien, mais si le marché continue à baisser, vous allez faire quoi? Vous allez dire, ah mais c'est pas normal, il y a une news, ça devrait monter. Bon non, on s'en fout, on est dans un range. Si vous avez pris en place votre stratégie, vous avez normalement un stop relativement large, relatif au niveau de KO dans un range, vous n'avez qu'à attendre. Donc le problème, c'est que dans un range, si vous traitez l'information, quoi qu'il arrive, ce que vous allez en retirer est mauvais. C'est-à-dire que si l'information arrive dans votre sens, mais que le prix ne réagit pas, vous allez trouver ça anormal, injuste, voire vous allez renforcer, faire des conneries. Donc mauvais. Alors que pourtant l'information va dans votre sens. Si elle ne va pas dans votre sens, c'est encore plus emmerdant. Vous allez dire ouais mais c'est débile, on est sur le bas de range, et arrêtez d'envoyer des news négatives. Pire, ou alors vous allez dire ah non la news est vraiment négative, je coupe mon trade. Bref, en tout cas, dans tous les cas, mauvaise décision. Donc on ne se laisse pas balader par l'information dans un range, on l'oublie. L'information dans un range, on s'en fout. Elle catalyse des mouvements, c'est-à-dire qu'elle va catalyser le timing. C'est souvent l'information en fait qui va définir lequel des mouvements seront impulsifs dans le sens durée, mais en quoi normalement, l'amplitude du mouvement, en fait, dans un range, souvent, c'est pas vraiment lié aux informations. Mais voilà, l'information, j'ai souvent l'impression, moi, que c'est pour driver les cons. Donc, autrement dit, ne vous laissez pas driver par les informations dans les ranges. Sinon, ça travaille surtout vos biais d'incertitude. Et il n'y a jamais rien de bon qui découle de ça, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'était pour la base. Maintenant, si on essaye de prendre ces notions-là qu'on a introduites au marché, donc nos structures techniques et compagnie, et qu'on essaye d'élargir un petit peu ça dans le monde. Dans quel type de schéma que vous avez déjà vécu, ça semblerait coller ce genre d'informations-là? Parce que, évidemment, comme tout le monde, on a des vies différentes, mais les vies résonnent. C'est-à-dire, comme dit, chacun a sa propre vie, on est tous uniques, mais par contre, voilà, on se rend quand même compte qu'il y a énormément de similitudes quand on parle avec les gens. Il y a des expériences des expériences de vie qui sont relativement similaires à chaque personne, enfin, entre chaque personne, et c'est un peu, comme je vous dis souvent, c'est résonance un peu dans la théorie du chaos. C'est-à-dire que oui, on est tous différents et imprévisibles, et vous ne pouvez pas savoir de quoi sera fait votre vie demain. Et c'est la même chose dans les marchés, mais c'est la même chose. On a une capacité incroyable à raisonner, à faire la même chose, tous de manière différente, dans des contextes différents, avec des amplitudes différentes, avec des durées différentes, mais on fait plus ou moins tous la même chose. En tout cas, il y a vraiment des structures qui résonnent dans les comportements humains. C'est d'ailleurs la base de toute la nature et de l'étude, la base de l'étude de toute la psychologie humaine, et ainsi de suite. De comprendre que même si on est tous différents, il y a des schémas récurrents, des patterns dans le comportement humain, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de comprendre et de décrypter une partie de notre psychologie. Donc, si on fait ça et qu'on élargit, donc aujourd'hui plutôt en philo, c'est-à-dire qu'on sort du biais proprement humain aussi, on va réfléchir à nos structures d'humains et après on va élargir un petit peu plus loin quelles sont les structures en dehors de notre petite personne et de notre petite race d'humains qui ont colonisé la planète, parce qu'on n'est pas les seuls, clairement pas. On va essayer de généraliser ces notions au-delà de tout ça. Voilà. Donc on commence par l'humain d'abord et on élargit. Donc on revient sur ces idées-là. À votre avis, dans la vie, le range, ça correspond à peu près quel type d'état psychologique et physiologique d'un être humain? Moi, j'en vois plusieurs, des structures qui me parlent. Alors, déjà, d'une, j'ai pas l'expérience de tout le monde, c'est-à-dire que j'ai que 32 balais, donc je veux dire ce qui se passe derrière. Il y a d'autres patterns qui se produisent un petit peu plus tard dans la vie et dans la maturité d'une personne. Maintenant, moi, j'étudie beaucoup les gens, et pas simplement les gens qui sont plus jeunes que moi ou qui ont le même âge. Et voilà, j'arrive à deviner quand même des patterns chez les personnes un petit peu plus âgées. Et pour moi, ça, c'est plutôt de dire, ça correspondrait à un état dans la vie d'un être humain. Là, je parle de globaliser le cycle de vie d'un être humain. C'est à peu près cette période qu'on peut retrouver quand on a entre 40 et 50 ans, ou quand professionnellement on est mature, c'est-à-dire qu'on a vraiment vécu la tendance de sa vie. Voilà, autrement dit, si on devait schématiser une vie d'être humain, ce serait de dire, voilà, on se construit pendant l'enfance. Alors attention, ce que je vous dis là, c'est vraiment schématique, et c'est juste, encore une fois, pour créer des connexions, pour que vous vous souveniez des informations, pas pour changer votre vision du monde. Mais voilà, c'est plus de dire, voilà, pendant son enfance, effectivement, on construit ses bases. Qu'est-ce qu'on fait à l'adolescence? On remet tout en question parce qu'il faut définir sa propre personnalité. Donc, attention, je schématise, ça ne veut pas dire qu'on est en dépression quand on est ado. Ça veut juste dire, voilà, on a plutôt tendance à déconstruire quand on arrive à l'âge de l'adolescence pour se reconstruire au final, dans l'aspect philosophique de la chose.
Évidemment, vient derrière la phase où vous vous reconstruisez, c'est-à-dire quand on commence à arriver 20 ans, 21 ans, on commence à trouver sa place dans la société, soit on commence enfin à faire des études qui nous plaisent, ou en tout cas on commence à spécialiser son domaine, soit on est déjà dans le milieu du travail et on commence déjà à faire sa place dans la société, gagner son blé, et ainsi de suite, commencer à s'acheter des choses, commencer à consommer. C'est la phase où tout simplement la vie humaine est, on va dire, dans sa tendance. C'est le moment où tout simplement, bah voilà, vous commencez à avoir un peu d'argent, commencez à vous exprimer, votre personnalité s'affirme de plus en plus, et puis vos soucis, on va dire, de jeunes pauvres, hein, on va le dire pour tout le monde, quand on a 20 palais, en général, on n'est pas bien riche, enfin, sauf si on est fils à papa, mais normalement, dans un cas normal, on va dire statistiquement, la plupart des gens, on n'est pas bien riche à cet âge-là, on découvre la vie, c'est chouette, voilà, donc c'est la phase où, pour moi, c'est vraiment la tendance, on découvre la vie, on s'insère dans la société, on apprend à se découvrir soi-même. Quand on arrive à peu près vers les 30-32 ans, là où j'en suis moi maintenant, c'est le moment où, effectivement, bon, ça commence à plafonner un peu, c'est dans le sens où on est à la fleur de l'âge, mais on progresse un petit peu moins, moi je le sens, la pente commence un peu à se réduire. Ce serait plutôt de dire, voilà, 30-35 ans, c'est la phase un peu divergence et compagnie. Et donc on va dire 30-40, c'est la phase où effectivement on est toujours bien dans cette phase-là, où il n'y a pas encore de problème de santé ou des trucs très ponctuels. Mais voilà, l'affirmation de sa personnalité à ce stade-là, bon, on a déjà vécu tellement d'années avec soi qu'on finit quand même par bien se connaître, voire même un petit peu trop. Et à ce stade-là, bah, la marge de progression commence à faire la divergence. Voilà, dans notre étape de tendance, on pourrait faire ce parallèle-là. Vient ensuite derrière donc le fameux pullback, c'est-à-dire cette phase de range, de retour au doute. Qu'est-ce que ça pourrait dans la vie d'un être humain? Voilà, c'est 40-45 ans, c'est le moment où bah, vous commencez à vous dire merde putain si mon boss me vire, ça va être plus compliqué de retrouver du travail parce que les boîtes préfèrent empocher des jeunes et compagnie. Bon, c'est le moment où on n'est plus dans sa vingtaine, clairement, on le sait. Nos cheveux nous le rappellent, bref, voilà, vous comprenez le truc, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler le pullback, mais le pullback, encore une fois, est une structure de range. C'est-à-dire que dans cette belle tendance qu'on pourrait considérer comme la vie, tendance haussière, en tout cas je l'espère, pour vous, ce serait quand même mieux que la vie soit positive. Enfin, normalement, on ne peut pas vraiment, comme je vous le dis, dans la vie, on ne détruit pas, on ne peut qu'avancer, mais on peut douter. Et ces phases de doute, ce serait effectivement c'est cette grosse phase de doute humaine qu'on pourrait concilier comme étant bah, la phase d'adolescence, la phase où effectivement votre vie, elle est plutôt chamboulée. Et si vous y réfléchissez, c'est clairement ça. C'est un chamboulement, en fait, l'adolescence. C'est le moment où on va dans tous les sens, on découvre l'amour, la panique, l'amour, la haine, le machin, la colère. On est balayé par tout un tas d'informations. C'est un peu la même chose, je pense, qui se revit après dans cette phase que je vois sur beaucoup d'êtres humains. Alors, quand je dis à peu près 40-50 ans, ça varie chez plein de personnes. Ça dépend surtout du contexte de votre vie. Mais c'est le moment où vous quittez l'état stable et l'état tendanciel qui précédait dans votre vie. Et quand on quitte cet état-là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est perdu, on est envahi par le doute, et évidemment, l'indécision, le tout ça, et on se laisse balloter par exactement quoi? Les mêmes biais que ceux qui nous impactent en trading. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On attend indubitablement une information positive et on se met à la limite à se laisser porter par le truc. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Si on devait, entre guillemets, faire de la gestion du risque dans la vie, c'est de dire oui, bah, à ce moment-là, de se sentir un peu perdu, c'est normal, puisqu'on perd un état stable, mais c'est pas une raison pour aller se pendre. Autrement dit, c'est qu'il y a une phase de pullback, c'est dans la vie, c'est un peu normal. Et ces phases d'indécision, elles sont douloureuses parce qu'elles sont moins agréables que les phases de tendance. Encore une fois, la tendance, c'est cool, on sait à peu près où on va. Le range et l'hésitation, c'est plus emmerdant. Mais le range fait partie, je pense, des structures de construction d'un être humain. Il faut douter pour se reconstruire et éventuellement, donc, comme on dit, arriver au summum de sa life, le moment où, après, la tendance ne peut pas s'inverser, encore une fois, puisque le but, c'est que de toute façon, on avance toujours dans la vie. Mais c'est plus de dire, si on devait schématiser ça, en enlevant, entre guillemets, nos structures de marché, d'accord, d'un point de vue purement être humain, rappelez-vous ce qu'on avait dit aussi dans les émissions précédentes, ce qu'on appelait le punctuated equilibrium, c'est l'équilibre graduel. Comme je dis, on ne peut pas détruire dans la vie en réalité, mais on peut réduire le momentum. Ça consisterait à dire, bon ben voilà, quand on est enfant, on progresse doucement, doucement, puis on rentre à l'école, on progresse super vite, voilà. Arrive l'adolescence, bon, on se remet dans tous les sens, voilà, mais la moyenne de toute façon reste positive, on avance,
Mais bon, à l'adolescence, on n'apprend pas, voilà, réellement. Puis ça repart, voilà, et puis on refreine, et puis on repart à la fin de vie quand on a vraiment compris, etc. Si on devait schématiser la vie humaine un peu comme ça, sous forme de momentum. Et évidemment, ces phases-là, elles sont douloureuses. Voilà. Celle-là et celle-là, parce qu'on a le sentiment en soi de freiner, ou de perdre le momentum, ou d'apprendre moins vite, ou ainsi de suite, ou peur pour l'avenir. Donc on en revient encore une fois toujours à ces schémas irrationnels, où on va être balayé soit par des informations contradictoires, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en réalité, si on se schématise sur cette période-là des 40 ans, parce que c'est plus facile que de revenir simplement sur l'adolescence, c'est voilà, c'est le moment où votre travail commence à vous montrer des signes d'inquiétude, mais des signes d'inquiétude, ça ne veut pas dire que vous êtes licencié. Bon, et puis si vous êtes licencié, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Vous vivez quand même dans un pays où il y a une protection sociale. Enfin voilà, donc c'est de dire, tout n'est jamais tout noir, tout n'est jamais tout blanc. On est surtout balancé ici dans la nuance de gris. Et qu'est-ce que font les gens, la plupart des gens? Eh bien, effectivement, ils se laissent balloter par ces émotions. C'est de dire, ah, je viens de perdre mon travail, je suis au fond du gouffre. Ah, souhaite une bonne nouvelle, j'ai rencontré quelqu'un, je suis moins seul. Hop, je suis aux anges. Et puis, ah, au final, ça va pas avec cette personne, je me sépare, boum, je suis de nouveau au fin du gouffre. Et si on devait schématiser ça d'un point de vue amplitude émotionnelle, c'est typiquement notre schéma de range. Alors, je dis pas évidemment que dans ce cas-là, on peut appliquer nos règles de stratégie en 2 coups au nord au sud. D'accord? Ces choses-là, on peut difficilement les appliquer, je pense, à la vie. Même si théoriquement, moi, personnellement parlant, j'hésite même pas à le faire. C'est-à-dire que j'applique mes règles de trading dans ma vie. Et le pire, c'est que ça. Alors, il y a beaucoup moins d'occurrences, on est bien d'accord. Mais j'ai constaté, alors c'est amusant, après, c'est à savoir si c'est une pure vue de l'esprit ou si c'est, comment on va appeler ça, le wishful thinking, c'est-à-dire l'autoréalisateur. Euh, mais j'ai remarqué que mes structures de trading ont tendance à fonctionner dans la vie aussi. C'est-à-dire que je les utilise et je les utilise pas qu'en trading. Il va de soi que voilà, moi quand j'ai des phases de doute, des phases de range comme tout le monde, j'ai constaté de façon assez récurrente, c'est pas encore une fois conditionnel, c'est clairement pas défini, c'est pas déterministe, mais j'ai remarqué que ça avait une fâcheuse tendance à taper 2 coups dans le même sens. C'est-à-dire qu'il va vous arriver 2 bonnes choses, puis 2 mauvaises, puis 2 bonnes, puis 2 mauvaises. Et à la deuxième bonne, vous êtes au moment de vous dire, ah, c'est bon, cette fois je le sens bien, c'est le moment où j'ai le bon momentum, je vais repartir en tendance. Et là, bam, tu te prends 2 mauvaises nouvelles. Alors je schématise parce que, comme je vous dis, c'est à mon avis très wishful thinking, c'est-à-dire qu'on ne voit que ce qu'on veut voir, et surtout voilà. Mais moi, ça me permet de naviguer dans ces structures-là avec une certaine forme de structure où je garde confiance. Je me dis, bon, il n'y a pas de raison de paniquer non plus. Alors oui, je prends des coups, hein, voilà, mais bon, normalement, j'en ai pris 2, le prochain devrait être... Voilà. Ça permet de rationaliser un peu les trucs comme ça. Et d'éviter surtout, en fait, de se laisser emporter par l'aspect émotif de ces choses-là. C'est jamais plaisant de se prendre une mauvaise nouvelle quand on doute, comme je vous dis. Mais en attendant, c'est comme ça. Hein. Et puis ces phases-là, on ne peut pas faire sans. Et les phases de doute dans la vie, comme dans le trading, elles sont inévitables. Et je pense qu'on peut apprendre à naviguer au sein des deux. Donc, en réalité, si vous vivez ces phases de doute dans votre vie à bout d'un moment, essayez de penser à ces structures-là et vous verrez qu'au final, ça vous permet non seulement de, j'appelle pas ça reprendre le contrôle sur votre vie, hein, qu'on soit bien d'accord, on contrôle rien du tout, c'est pas vous qui décidez les informations qui vont vous bombarder la gueule. Hein, et une mauvaise information, ça peut pas produire quelque chose de bon, on est bien d'accord. Hein, vous vous faites licencier, vous n'allez pas sauter au plafond en disant youhou, c'est une bonne nouvelle. C'est pas comme ça que fonctionne la vie. Mais c'est de dire quoi qu'il arrive, vous resterez ballotté parce que la vie va vous proposer et va vous faire, mais il faut être conscient que moi je pense que la vie, comme dans le trading, ce n'est pas purement aléatoire. Les choix que vous faites ont une influence et la seule chose que vous pouvez en réalité contrôler, ce sont ces choix. Dans un marché, vous pouvez soit regarder et rester spectateur ad vitam aeternam, soit participer avec une gestion du risque. Dans la vie, c'est pareil. Certains de vos choix sont faits de manière totalement inconsciente, certains de vos choix sont purement conscients et c'est ceux-là sur lesquels vous avez un tant soit peu de contrôle. Et essayez d'optimiser ces choix-là. Dans le trading, ça propose des résultats positifs. Je pense personnellement que dans la vie, ça peut être applicable également. Alors, il faudrait évidemment faire l'étude sur suffisamment de cas pour pouvoir dire qu'il y a vraiment quelque chose. Mais bon, voilà. Après, il s'agit plutôt ici de l'ordre de la croyance. Mais moi, personnellement, j'y crois et je vous le dis, j'applique la plupart de mes règles de trading dans ma vie également. Bref, parenthèse refermée. Donc, essayez de chercher des petits... Essayez toujours d'appliquer ces structures-là et d'essayer de chercher dans votre vie personnelle, par rapport à vos expériences personnelles, à quel moment de votre vie ça pourrait vous faire penser, à quel moment de votre vie vous sentez qu'il y a comme une résonance, quelque chose où ces applications purement immatérielles et stratégie de trading
au final, se produisent pas que dans le trading. Et si on va élargir encore un petit peu plus, donc on va essayer de sortir du cas de l'être humain, et donc comme on l'aurait dit, des phases de range, des phases de doute dans la vie, où au final, les informations qui vous arrivent sont plus neutres, et donc elles ont tendance à catalyser de l'indécision, donc de, donc amener un peu de chaos, c'est-à-dire c'est un ballottage, c'est de l'indécision, et ça travaille évidemment naturellement et très fortement les biais d'incertitude humains. L'humain n'aime pas ne pas savoir. Comme je vous dis, l'humain, il est heureux, et naturellement et foncièrement heureux, quand il sait à peu près où il va. C'est pour ça qu'on vous dit que la plupart des gens sont heureux quand ils ont la trentaine, parce qu'on a l'impression que le chemin devant est dessiné, et qu'on y va inévitablement. Et ça apporte un réconfort considérable. Mais il y a quand même des phases de doute au milieu. Encore une fois, une tendance, c'est jamais linéaire, il y a toujours des petites phases de doute au milieu. Mais c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à dire que cette phase-là est plutôt plaisante, parce qu'effectivement, on a très peu, ou on travaille relativement moins, les biais d'incertitude. Quand on arrive sur ces phases un petit peu plus matures, où au final l'incertitude revient, tout de suite, l'humain panique, récupère des réactions totalement irrationnelles, et c'est à ce moment-là où justement, les décisions irrationnelles que vous pourriez prendre en trading, et que je vous apprends à ne pas prendre, d'accord, je vous dis que souvent, en trading, on évite de prendre des mauvaises décisions. On ne prend pas forcément les bonnes décisions, mais on évite au moins de prendre les mauvaises. Et rien que comme ça, on optimise de toute façon la stratégie et la gestion du risque. Et dans la vie, c'est pareil. C'est quand vous arrivez dans ces phases de doute, si vous appliquez un peu ces trucs-là et que vous, entre guillemets, appliquez vos stratégies trading, moi, personnellement, je pense que ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que ça ne va pas rendre votre vie fabuleuse, mais en tout cas, ça la rendra probablement meilleure que si vous vous laissiez simplement balloter par le gré du vent. Voilà, entre guillemets. C'est une optimisation, entre guillemets, de la stratégie et une optimisation, entre guillemets, de vos choix de vie, en tout cas ceux que vous pouvez faire de manière consciente, qu'on soit bien d'accord. Il y a toute une partie de psychologie à laquelle vous n'avez pas accès. Et d'ailleurs, c'en est la majeure partie. Il y a des études qui tentent à prouver que c'est près de 95% de notre cerveau qui travaille en système totalement autonome auquel on n'a absolument aucun accès. Autrement dit, il y a une énorme partie des choses qui arrivent dans votre cerveau qui sont traitées de manière totalement subjective et dont certains choix découlent dont vous n'avez absolument pas la moindre, sur lequel vous n'avez absolument pas le moindre contrôle. Voilà. Alors, on élargit maintenant. Donc, si on devait partir de ces structures-là, chercher des structures chaotiques et hésitantes, en dehors de l'être humain. Donc là, on va essayer, je ne sais pas, de se schématiser au niveau de la nature, au niveau de la planète. Qu'est-ce qui, sur la planète, pourrait ressembler à ces schémas chaotiques, en tout cas à un schéma chaotique, mais qui conserve une certaine forme de structure. Essayez de vous poser un petit peu la question. On va y réfléchir quelques secondes et essayer de trouver des pistes de réflexion. Toujours pareil, le but ici n'est pas de révolutionner le monde, c'est juste d'élargir le cercle de pensée d'une structure pour en créer des connexions neuronales un peu plus fortes en élargissant ce champ des possibles. Alors là, moi, comme ça, le premier exemple qui me viendrait à l'esprit, ce serait celui de la tectonique des plaques, on va dire la mécanique de fonctionnement de la croûte terrestre. Donc de comprendre le fond magmatique qui se trouve dessous, qui est donc la pure structure de soutien du chaos. Autrement dit, les mouvements du magma sont très incertains. Si on étudie, entre guillemets, le manteau, alors déjà, tout n'est pas liquide, il faut faire très attention. Donc il y a effectivement des poches plus solides, plus liquides, en fonction de la composition de la roche en fusion, enfin, ou partiellement en fusion. Il y a une histoire de concentration, il y a une histoire d'émission de gaz, donc il y a toute une histoire de pression, il y a toute une histoire de composition, ce qui rend effectivement le schéma absolument chaotique, dans le sens où il y a tellement de variables que ça devient littéralement imprévisible. Donc, on a la mécanique de soutien, d'accord, donc ce sous-manteau rocheux, enfin non rocheux du coup, ce manteau, on va dire, semi-rocheux, voire magmatique, qui évolue dessous et qui soutient la partie croûte, qui est relativement faible, d'ailleurs, et très peu épaisse au final. Et toutes les émergences de ce chaos, donc se rappeler les éruptions volcaniques, en tout cas les zones de faille, sur lesquelles on va retrouver ça. Et si on appliquait ça donc à la tectonique des plaques, ce système chaotique, en final, on est incapable de prédire la forme des continents. D'accord ? C'est-à-dire que là, les gens qui ont fait tourner des modèles prédictifs vous disent « Ouais, bon, ok, alors c'est à peu près ça qu'on devrait avoir dans tant de millions d'années, si on continue comme ça.
Mais en fait, ils n'en savent rien. Le nombre de variables ici à prendre en compte est tellement énorme, et surtout, ces variables sont elles-mêmes variables. Donc le problème, c'est que c'est totalement imprévisible. On est incapable de savoir quelle forme aura la structure de la croûte terrestre dans des millions d'années. Donc on fait tourner des modèles pour se rassurer, mais en réalité, la réalité a très forte chance d'être bien différente de ce qu'on a modélisé, bien entendu. Parce qu'il y aura des variables qu'on n'aura pas pris en compte et qui auront un impact majeur sur la formation future. Donc, ça rend la chose imprévisible. Et dans ce stade-là, j'aurais tendance à dire que ça rend imprévisible, mais par contre, on peut quand même savoir avec une probabilité relativement importante s'il va y avoir 2, 3 continents, ou s'il va y avoir un gigacontinent, comme Pangée à l'époque et compagnie. Et ça, en fait, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dessiner la forme du continent. On ne peut pas dire on va avoir un continent plutôt rectangulaire, un autre plutôt triangulaire, un autre plutôt machin. Mais par contre, on peut dire il y a de fortes probabilités qu'on ait un, deux ou trois continents. Et c'est exactement un peu la même chose que ce qu'on pourrait faire ici avec nos structures. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution des courants marins, on va dire, ok, les courants marins vont favoriser ça, blablabla. On voit aussi que la tectonique des plaques va favoriser le déplacement de la faille des failles géologiques, donc des zones de subduction, les zones où se font la création de nouvelles matières et l'absorption de la précédente. Et on voit que ces zones se déplacent. On est en train de comprendre qu'elles sont aussi en lien avec le déplacement des pôles magnétiques. Donc comprenez qu'en fait, au final, plus on essaie de comprendre le truc, plus on comprend qu'il y a des variables. Et plus on comprend que c'est complexe, plus on comprend que c'est imprévisible. Mais par contre, on arrive à trouver des modèles. C'est-à-dire que dans un pur chaos, avec une infinité de possibilités, une infinité de choses qui travaillent en souterrain, il y a quand même une partie des choses qu'on peut plus ou moins modéliser parce que on trouve les résonances là-dedans. Un système chaotique résonne. C'est la même chose que si vous étudiez par exemple la théorie du chaos, ce que je trouve absolument magnifique. Donc c'est d'un point de vue purement mathématique ici, donc là on revient sur des choses un peu plus palpables. Vous vous rendez compte que dans la pure expression de la théorie du chaos, vous avez effectivement des systèmes où c'est totalement imprévisible et il y a des toutes petites phases de calme en fait dans le chaos. C'est des moments où le chaos se resynchronise. Alors ça, il faudrait que je vous retrouve l'image. Je vais essayer de vous chercher ça. Ok, alors je vous mets cette vidéo. Bon, je coupe le son parce que c'est en anglais et que vous ne comprendriez pas. Mais voilà, entre guillemets, ça, on va dire que c'est la méthodologie théorique de la structure du chaos, c'est-à-dire, on est vraiment ici dans une structure purement fractale, qui montre que effectivement, ici, dans ces schémas-là, vous n'y comprenez rien du tout, c'est du pur chaos. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive ici, la sortie, entre guillemets, si vous donnez une source d'entrée, elle restera prévisible pendant un moment et puis elle va devenir littéralement imprévisible. Mais ce qui est très amusant, c'est que ces formes-là, quoi qu'il arrive, montrent que au-delà, dans un système chaotique, il y a toujours ces structures un peu résonantes dont je vous parle, et il y a une structure dans tout. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, ce qui est très amusant, c'est que si vous regardez ça, vous allez vous dire, attends, bon, ok, d'accord, c'est juste imprévisible ton machin, et en fait, il y a plein de choses extrêmement prévisibles là-dedans, et notamment, on peut définir le moment auquel on va retrouver ces zones qui ne sont plus chaotiques, d'accord. Et pire, on peut définir la période à laquelle ces jonctions vont se faire, parce qu'elles ont un ratio, c'est-à-dire que chaque période est plus courte que la précédente, et il y a un schéma, il y a réellement un ratio. Alors là, il s'agit d'une équation mathématique et de sa représentation graphique. Donc là, évidemment, on a affaire à quelque chose de plus ou moins prévisible parce que c'est mathématique. Et dans la vie, on a tout sauf une équation simple, mais chaotique. On a quelque chose de beaucoup plus complexe avec encore plus de variables. Mais c'est l'idée de départ qui se trouve derrière que je trouve extrêmement intéressante, de dire que quoi qu'il arrive, il y a des structures résonantes. Alors ici, elles sont représentées de manière extrêmement parfaite, puisque là, par exemple, le ratio qui se trouve ici, c'est un ratio très particulier et qui est extrêmement régulier. C'est-à-dire que plus vous zoomez, chaque structure suivante retient le ratio du mouvement précédent. C'est-à-dire que là, plus on zoome, c'est à peu près, je crois, c'est 4,20 à peu près, 4,20. Alors c'est évidemment c'est un nombre irréel, mais le principe c'est voilà, toc ici, c'est pas un nombre entier, c'est un nombre réel, pardon. Et en fait, ce ratio est toujours le même. C'est-à-dire que si vous prenez le cycle précédent, ce cycle, d'accord, est 4 fois plus court, 4,20 plus court. Celui-là est 4,20 plus court que celui-là. Celui-là, 4,20, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la bifurcation se fait 4,20 fois. Le cycle aura duré 4,20 fois moins que le précédent.
Et en fait, vous pouvez zoomer dans cette structure, donc de manière purement fractale, et trouver à chaque fois des sous-structures et des sous-structures et des sous-structures. Mais on voit qu'à chaque fois, quoi qu'il arrive, même si cette représentation mathématique ici, elle ne peut pas être faite et comparée à la réalité, mais on voit que cette modélisation, elle résonne également dans la vie. C'est-à-dire que même si ici, vous ne pouvez pas prédire la sortie dans ces phases où le chaos ici et le niveau de chaos est tellement élevé que la prédictabilité est impossible, par contre, on voit que même dans ces zones-là, on retrouve des zones de résonance où, comme par hasard, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, la même structure. Et le principe, c'est qu'évidemment, là-dedans, dans ces modèles-là, ce dont on se rend compte, c'est que si on zoomait sur ça, ce qu'on y retrouve, c'est la même chose donc, que la structure globale. Tout le système donc fractal. Mais encore une fois, ici, on est sur de la beauté mathématique, c'est-à-dire qu'on est sur de la beauté d'une équation relativement simple, dont la sortie est chaotique. Mais on voit donc que d'une équation simple à la sortie chaotique, il y a une structure résonante qui se met en place. J'ai tendance à dire que c'est la même chose qui se met en place dans la vie, sur Terre, peu importe. En tout cas, que notre monde est aussi imprévisible qu'il puisse être, pas totalement imprévisible. Et il y a ces petites zones où, au final, dans une infinité de choix possibles, vous n'allez trouver au final que 3-4 choix. C'est-à-dire que si on focalisait notre attention sur cette zone-là, là, on aurait tout un million de possibilités en sortie. Ici, au final, ça se résumerait à 1, 2, 3, 4, 5. Passer de millions de possibilités à 5, ça rend la chose beaucoup plus prédictible. On peut théoriquement créer des modèles statistiques sur 4, 5, 20, 50 occurrences. On n'y arrive pas dès que ça commence à devenir des centaines de milliers. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas prédire tout, et ça, il faut l'accepter, mais on peut prédire parfois, avec une statistique relativement fiable, une partie des choses, dans des éléments et dans des moments relativement précis. C'est-à-dire que si là, on appliquait notre stratégie du range à cette structure-là, quand vous êtes là-dedans, vous ne pouvez rien prédire. Et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas prédire la structure globale, mais vous pouvez retenir certaines formes de résonance. Ici, par exemple, la seule structure temporelle qu'on peut trouver, c'est que le ratio entre chaque bifurcation est d'à peu près 4,20 par rapport au cycle précédent. L'autre chose qu'on peut prédire, c'est que par exemple, on sait qu'il y a toute une partie où les structures sont trop complexes, on ne cherche pas. Par contre, on cherche ces structures résonantes, où on peut retrouver 3, 4, 5 occurrences au lieu de centaines de milliers. Ça, ce serait quoi? Ce serait notre troisième borne de range. C'est-à-dire qu'on rentre dans la structure chaotique, imprévisible, mais la seule chose qui va nous intéresser, c'est ces toutes petites portions dans lesquelles on a une forte probabilité de voir des résonances émerger. Ça, c'est nos troisième bornes de range. C'est de dire, on n'en sait rien en réalité. Mais voilà, entre guillemets, on comprend que d'un point de vue timing, nous, ce n'est pas un ratio de 4,20 qu'on peut exploiter, mais nous, par exemple, le ratio qu'on peut exploiter, c'est de dire que quand on a tapé 2 coups dans un sens, on a plus de chances d'aller taper dans l'autre sens. Et bizarrement, dans l'autre sens, on a beaucoup de chances de taper 2 coups aussi. Et donc, cette cyclicité temporelle, nous, on va la placer sous le coup de cycle, puisque le temps dans le range est complètement immaîtrisable. Donc nous, on ne pourra pas avoir un ratio de temps constant dans un range. Ce serait complètement fou. Puisque nous, on n'est pas lié à une équation mathématique, on est lié aux informations qui vont nous arriver de manière totalement erratique et chaotique. Donc là, on ne peut clairement pas jouer, nous, sur le ratio temporel. Mais on sait que ça a plutôt tendance à taper 2 coups, 2 coups. Et qu'on a plutôt tendance à bifurquer. Si vous considérez ces bifurcations, c'est de dire, entre guillemets, ici, on va prendre le mouvement acheteur, puis le mouvement vendeur dans le range, on constate qu'il y a une forte récurrence à ce qu'on ait tapé 2 coups dans le nord avant de taper 2 coups dans le sud. 2 informations positives, 2 informations négatives, en moyenne. Voilà. Et donc, comme je vous dis, et derrière, essayez d'utiliser, quoi qu'il arrive, ces zones résonantes qui tentent à dire la plupart des ranges, d'un point de vue statistique, on trouve au milieu du chaos, si on analysait des millions de ranges, des zones résonantes. Cette zone Fibo 61 et la zone 76,4 sont clairement ces zones résonantes. Mais encore une fois, on ne peut pas non plus dire qu'il y a avec certitude une zone résonante sur un Fibo 76 ou sur un Fibo 61. On ne peut pas acheter un Fibo 61. On ne peut pas acheter un Fibo 76. Par contre, si on a une gestion du risque qui vient avec, ça nous permet de maximiser la potentialité en réduisant en fait le champ des possibles. Si vous y réfléchissez comme ça, moi, le marché, je le vois clairement de cette façon-là. C'est de dire, je ne sais jamais trop où je suis, et je suis la plupart du temps dans un système chaotique. C'est-à-dire que les possibilités sont tellement grandes que je ne vois pas émerger une gestion du risque. La gestion du risque, c'est la réduction du champ des possibles. Ça ne veut pas dire qu'on contrôle, ça ne veut pas dire qu'on prédit, ça veut juste dire qu'il y a moins d'options possibles. Et ce moins d'options possibles, ça permet de dégager des statistiques. Donc, un avantage statistique. Donc, on n'est plus vraiment dans le purement aléatoire. On est toujours dans l'imprévisible, mais on est dans quelque chose d'un petit peu plus contrôlable. Je n'ai pas dit sous contrôle. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Donc, évidemment, ça, pour moi, c'est la représentation la plus logique que je peux vous montrer parce que j'ai un esprit logique. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas du tout dans cet esprit-là. Donc, n'oubliez pas de vous ancrer dans le réel si c'est votre cas.
Ancrez-vous dans vos structures de vie et dans d'autres structures chaotiques. Il y a du chaos absolument partout. En tout cas, on va dire la théorie du chaos s'obtient à peu près partout. Mais voilà, je voulais vous montrer ce truc-là parce que c'est important. Et voilà, évidemment, c'est en anglais. Je vous aurais bien laissé l'explication puisque c'est très important et très intéressant. En tout cas, si vous parlez anglais, encore une fois, je voulais déjà partager cette vidéo, je crois, sur Twitter et je vous invite clairement à la regarder. Vous devriez la retrouver dans les tweets que j'ai postés dernièrement. Hop. Allez, maintenant, si on devait essayer de généraliser encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire on sort purement de l'aspect croûte terrestre, il y a aussi, et on en a parlé un tout petit peu, un élément qui est très similaire et semblable à l'appréciation chaotique, en tout cas l'appréciation range de trading qu'on a appliqué, c'est par exemple le renversement du pôle magnétique. Alors ça, c'est absolument génial parce que si vous vous intéressez un peu à ces thématiques-là, alors évidemment, le changement de pôle magnétique terrestre s'est déjà produit des dizaines et des dizaines de fois. C'est un changement binaire, c'est-à-dire que ça représente un peu plus simplement que la tectonique des plaques. C'est probablement un meilleur exemple au final, qui revient à dire on a deux états possibles. C'est-à-dire que soit on a un pôle magnétique nord-nord, soit on a un pôle magnétique sud-sud, et entre guillemets, soit on les inverse, c'est-à-dire que le pôle magnétique sud devient au nord, etc. On inverse tout simplement les lignes de champ. Ce qui en soi ne change pas non plus énormément de choses, puisque nous, personnellement, on est des êtres humains, on ne sent pas tellement ce champ magnétique, et en tout cas l'influence qu'il a sur nous n'est pas énorme. Par contre, inverser le pôle magnétique, j'aime autant vous dire que la migration des oiseaux, ça va être plutôt chaotique pendant les quelques années qui vont suivre. Donc il va falloir que tout se réhabitue derrière, puisqu'il y a tout un tas de plantes et d'animaux qui sont clairement influés et influentes sur le... pas influentes, et qui sont influés par le pôle magnétique, dont les comportements qui soient cellulaires ou psychologiques, sont impactés par les pôles magnétiques. Donc, il faut savoir un truc. Alors, si on le place à l'échelle, évidemment, de la durée de vie d'un pôle magnétique, ce qui est très marrant dans le pôle magnétique, c'est que l'inversion, quand elle se produit, est considérée comme un système chaotique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire comment se renverse un pôle. Enfin, comment se renversent les deux pôles. Puisque à un moment donné, on est dans un état instable. La plupart du temps, on est dans un état stable, tout comme on serait dans un état de tendance. Le pôle magnétique est au nord, il se déplace, d'accord. Il y a une structure dans ce déplacement qui est relativement prévisible, tout comme on peut le faire sur la tendance. Autrement dit, aujourd'hui, on peut vous dire le pôle magnétique dans 2 ans, il sera probablement là, dans 3 ans, il sera probablement là. Et puis, on arrive dans un état instable. Comme on l'a vu avant dans notre équation, entre guillemets, il y a un moment où il y a trop de bifurcations possibles, on ne peut pas prédire, on ne sait pas où ça va. Et le problème, c'est que quand on est là-dedans, on se rend compte que tout comme dans notre équation, il y a des zones résonantes et des choses comme ça, en fait, il va y avoir une forme de structure dans l'imprévisibilité totale de l'inversion des pôles magnétiques. La seule chose qui est que comme on a affaire à des lignes de champ, une ligne de champ ne peut pas nécessairement se couper, mais elle peut se courber. Et c'est un peu cette façon-là qui tente à dire, quand on a l'inversion du pôle magnétique, on sait que la finalité, c'est probablement que les pôles vont donc s'inverser, mais avant d'arriver à l'état stable, on a en fait une vraie accélération. C'est-à-dire que si je devais schématiser, il faudrait trouver un cercle, je crois qu'on peut faire ça. Voilà. Si on disait, voilà, ça c'est ma planète Terre vue du dessus, d'accord? Donc ici au milieu, hop, ici au milieu, c'est là où je trouve donc, on va dire, mon pôle magnétique. Moi, je regarde par le dessus, donc je regarde ici en direction en face. Autrement dit, ici, c'est l'équateur qu'on a dessiné. D'accord, on a dessiné l'équateur, on regarde du dessus. Donc là, on a le pôle nord magnétique. De l'autre côté donc, de notre planète, théoriquement, on aurait notre pôle sud. Alors attendez, parce que là, au final, je me suis un peu compliqué. Alors on va refaire. Je vais faire avec une vraie ellipse. Je vais faire avec ça. Voilà, comme ça, on va tout dessiner avec ça. Voilà, puis là, on a un vrai rond. C'est quand même vachement mieux. Donc ici, on a dit, on a notre planète vue du dessus, notre pôle magnétique ici à l'heure actuelle, qui est donc bien centré, parfait, tout va bien. Alors en réalité, il n'est pas centré, on le sait bien, mais bon voilà. Et le principe, c'est donc de dire, aujourd'hui, par rapport à son déplacement passé, on peut prédire une partie de son déplacement futur. D'accord ? Par exemple, on a remarqué que le pôle magnétique avait une fâcheuse tendance en fait à osciller et à obtenir une structure comme ça, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est rarement au centre du pôle, mais on suit une structure comme ça qui a tendance à s'élargir. C'est-à-dire que les lignes de champ deviennent un peu plus tendues et ça crée une structure chaotique, mais on peut prédire cette structure jusqu'à un état totalement chaotique où il y a un risque d'inversion, c'est-à-dire que le pôle se déplace tellement de son point théorique que les lignes de champ sont perturbées, et autrement dit, on a du mal à revenir vers un état stable, et on bascule dans un état purement chaotique, où les lignes de champ se courbent tellement que provient
parfois l'inversion du pôle magnétique. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, avant d'arriver sur ces zones où l'inversion du pôle magnétique se produit, c'est-à-dire où on a tellement tordu les lignes de champ qu'elles vont réussir à s'inverser et à inverser le pôle magnétique, il y a beaucoup de tentatives. Et ce qui est assez marrant, c'est que ces tentatives tendent à suivre une structure. Alors, ça n'a rien à voir avec nos structures de marché, de dire deux coups dans un sens, deux coups dans l'autre, mais il y a des scientifiques qui ont commencé à mettre en place une partie de la structure précursive, c'est-à-dire entre guillemets du bruit de range qui précède l'inversion du pôle magnétique, qui est pourtant une structure totalement chaotique. C'est-à-dire que chaque renversement de pôle magnétique est unique, et aucune n'aura la même forme que la précédente. Mais il y a une structure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à modéliser, non pas avec une précision affligeante de dire le pôle magnétique va se retourner à tel moment, mais en fait, ils arriveront à le savoir un peu avant parce qu'ils ont compris une partie du bruit qui constitue la formation de ce schéma. Et ce n'est pas en regardant le bruit, c'est en regardant les structures d'état stable, c'est-à-dire en regardant les moments où ça se restabilise dans une théorie du chaos. Et ils ont vu qu'il y avait une pattern là-dedans, et une pattern qui constitue en fait ce schéma-là, et de dire il y a un moment où l'état devient tellement instable que la probabilité de retournement des pôles magnétiques est tellement grande que ça a quasi enfin, pas 100%, puisqu'on ne sait jamais, encore une fois, à ce stade-là, rien ne dit que le pôle magnétique va s'inverser. Le pôle magnétique peut très bien ici, à partir de l'état stable, partir et puis revenir. Voilà. Autrement dit, on est dans une zone de chaos, d'accord ? Et effectivement, dans cette zone de chaos peut se produire tout un tas de positionnements, mais par contre, on sait que statistiquement, il y a une zone dans laquelle la probabilité de voir le retournement se produire est carrément plus grande. Et c'est quand on a, pour vous expliquer un peu comment fonctionnent ces modèles, c'est de dire, quand on a défini cette zone, qui est donc la zone de faiblesse, et la zone dans laquelle on a le plus de probabilité de voir les lignes de champ se tordre à un point où les pôles peuvent s'inverser, qu'on peut définir la probabilité ou non de l'inversion d'un pôle magnétique à venir. Et autrement dit, ce n'est pas en disant ce qui se passe ici qui est important, puisque c'est là qu'on évolue la plupart du temps, c'est à partir du moment où on va voir émerger une trajectoire dont la probabilité est d'atterrir dans cette zone qu'on va dire que l'inversion du pôle magnétique est probable dans X années, puisqu'évidemment, on sait plus ou moins prédire les courbes, mais comme on dit, on ne sait pas à quel moment la courbe va s'inverser, tout comme nous, on ne sait pas à quel moment le range va s'inverser, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'entre guillemets, là-dedans, ce serait l'application de notre structure du range mature. Autrement dit, eux, ils vont savoir que le range est mature, donc la forte probabilité de retrouver un état de tendance de repartir donc en breakout. Autrement dit, l'inversion du pôle magnétique dans nos structures, ce serait le breakout. Le moment où on casse pour voir émerger une nouvelle tendance, on casse l'état stable précédent, et après l'état instable, hein, d'accord, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en état stable dans le cadre du pôle magnétique, on est toujours en mouvement, et il y a un moment, et il y a une zone particulière dans le pôle magnétique qui est une zone très faible et qui favorise les inversions. Voilà. Bref, donc ça c'était pour donner un autre exemple sur le cas du pôle magnétique terrestre. Des exemples comme ça, il y en a énormément. J'ai même presque envie de dire, il y en a une infinité de ces états un peu chaotiques dans lesquels on peut retrouver une forme non pas prévisible, mais une forme de gestion du risque qui permet d'obtenir des résultats relativement statistiques, non pas pour prédire l'avenir, mais pour dire qu'il y a une grande probabilité que le pôle magnétique s'inverse dans tant de temps, puisqu'on va approcher cette zone-là, et on ne sait pas avec certitude si on ne va pas réintégrer, mais on sait que dans cette zone, la probabilité de voir le pôle magnétique s'inverser est considérable. Voilà. Et c'est exactement ça qu'on applique nous aujourd'hui dans nos structures de marché. Autrement dit, quand on essaie de trader le marché, on applique des règles que des scientifiques qui essaient de modéliser les pôles magnétiques et de prévoir les capacités et les probabilités de retournement des pôles magnétiques utilisent, mais d'une manière totalement différente. On fait la même chose, entre guillemets, d'un point de vue théorique, on l'applique évidemment de manière totalement différente. Chacun va utiliser des équations différentes et des modélisations particulières, mais la théorie derrière ce qu'on fait, c'est relativement similaire. Allez, je cherchais un dernier exemple, mais au final, c'était peut-être le plus facile et le plus explicite. Alors, quand je dis le plus explicite, c'est pour moi celui qui se rapproche le plus de l'application qu'on a du range en trading. Mais par contre, évidemment, là, ça nécessite des connaissances un petit peu plus poussées. Alors, je vais sortir le mot vilain tout de suite, comme ça, voilà. Mécanique quantique. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les principes de mécanique quantique nous étaient littéralement absolument incompréhensibles il y a encore de ça une vingtaine d'années. Enfin, on va dire que les personnes qui avaient
théorisaient une partie de ce qu'on utilise aujourd'hui il y a 20 ans, étaient considérés comme des gros fadas, et aujourd'hui, évidemment, ce sont devenus des génies pour ceux qui sont encore en vie. Donc le principe étant, évidemment, tout est basé sur la théorie du chaos, c'est-à-dire que quand on se base ici sur la théorie de l'infiniment petit, on perd toute notion de prédictabilité, et on se rend compte qu'on a ici affaire à des modèles extrêmement chaotiques, et qu'on a mis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même pour ne pas dire, à essayer de théoriser et de comprendre l'infiniment petit. Autrement dit, on avait du mal à appliquer nos équations quand on allait au niveau submoléculaire. Et là, ça commençait à poser réellement, enfin subatomique plutôt, et on avait énormément de mal à appliquer nos règles ici. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on étudie la façon dont ça s'est fait, c'est très marrant. Donc ça a été théorisé, comme d'hab, toujours de manière très progressive. Donc d'abord, essayer de matérialiser les interactions fortes, les interactions faibles, pour essayer de justifier une partie des interactions moléculaires. Mais après, dès qu'on commençait à briser les molécules et à briser les composants des molécules, on était là, oh merde, mais il y a encore des trucs qui ne fonctionnent pas comme on penserait, donc il faut encore théoriser, encore théoriser, encore théoriser. Jusqu'au moment où là, on est toujours très loin de comprendre encore une fois, puisqu'à chaque fois qu'on brise une barrière, on en trouve une suivante. Mais aujourd'hui, la barrière qu'on a brisée récemment, c'est surtout la barrière donc, du quantique, qui revient à comprendre qu'il ne faut pas structurer le chaos, mais qu'il ne faut pas essayer de comprendre le chaos, mais il faut essayer de trouver sa structure. Et c'est exactement, je pense, le meilleur exemple. La construction du raisonnement aujourd'hui basée sur toutes les théories quantiques, ou en tout cas sur la plupart, et il y aura encore, je pense, plein de développements futurs, est basé sur cette même structure qu'on a aujourd'hui, nous, d'exploitation du range. De partir du principe que tant que vous essayez de comprendre, vous ne comprendrez rien. Heurtez-vous à la mécanique quantique, en réalité, et vous vous rendrez compte d'une chose, c'est que pour commencer à comprendre quelque chose, il faut arrêter de chercher à comprendre. Il ne faut pas se dire qu'on comprendra, il faut se dire qu'on peut modéliser. Et c'est le but, c'est la seule chose qu'on veut. Nous, c'est ce qu'on veut aussi. On ne veut pas savoir si notre achat ou notre vente va fonctionner. On veut juste se dire, bon, bah, et si je prends 200, 300 achats, j'ai plus de chances que ça passe pas. Et c'est exactement ce que font les mécaniciens, enfin, c'est ce que font la plupart des théories quantiques. Et surtout la théorie du champ quantique, qui revient à dire, c'est par exemple si on doit modéliser le positionnement d'un électron sur une particule, on va être complètement incapable de le faire. Donc on ne va pas essayer de savoir où est l'électron, on va essayer de savoir, statistiquement parlant, où est-ce qu'il peut se trouver. Et on ne cherche pas ça en disant je sais où il est, mais en disant je sais où il a peu de chances de ne pas être. Enfin, je sais où il a beaucoup de chances de ne pas être. Et c'est exactement le même raisonnement qu'on applique, nous, aujourd'hui, dans nos stratégies de range, qui revient à dire, on ne sait pas du tout où on va, mais on va limiter les probabilités de ne pas aller ici. Et quand on limite les probabilités de ne pas être là, bah en fait, on voit émerger, tout comme les équations quantiques, des probabilités non négligeables de retrouver son électron ici. Et ce qui est beau, c'est qu'encore une fois, dans la mécanique quantique, on ne voit rien. C'est comme travailler le trading, mais de manière invisible. Et c'est un peu ça, puisque nous, au final, la seule condition qu'on peut avoir dans un trade, si je schématise, alors je schématise vraiment, hein, ça va revenir à dire, dans un trade, il y a l'entrée, d'accord ? Il y a l'évolution de ce trade dans le temps, hein, c'est-à-dire qu'en soi, il peut faire ça, 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 peu importe. Mais nous, entre guillemets, le système est très conditionné. C'est un stop loss, un take profit. Et c'est de dire, en réalité, ce que fait le prix là, c'est chaotique, c'est imprévisible, on n'en sait rien, mais la seule conditionnalité finale, c'est soit ça, soit ça. C'est-à-dire que la seule évolution future de ce trade, purement chat Schrödinger, entre guillemets, ça revient à dire vous aurez tort ou vous aurez raison. La finalité, c'est ça. Alors évidemment, la gestion du risque, c'est plus compliqué que ça. On va évoluer et faire moduler la gestion du risque. Mais si on modélisait ça de manière la plus simple et la plus compréhensible, c'est ça. C'est-à-dire qu'au final, le résultat, c'est bon ou c'est pas bon. Et dans cette application de la mécanique quantique, ça a été théorisé depuis un bon moment au final, mais on n'avait pas les moyens de vérifier. C'est quand on a eu les moyens de mettre en place des processus expérimentaux qu'on commençait à vérifier, c'est-à-dire qu'on met en place des expériences dans lesquelles on ne sait pas où on va trouver telle ou telle chose. Et en utilisant ces modèles, on est capable, non pas de prédire, mais de prédire avec une grande précision, c'est-à-dire que c'est jamais 100%, mais c'est beaucoup, à dire, ça devrait réagir comme ça, et si ça réagit comme ça, c'est parce qu'on a bien théorisé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre les principes de fonctionnement des champs dans les raisonnements quantiques, et de parler de résonance et de choses comme ça. Et c'est en exploitant derrière ces mécanismes qu'on arrive à trouver aujourd'hui des applications concrètes de la mécanique quantique qui défient littéralement les lois de la physique. Alors maintenant, on comprend pourquoi, mais c'est parce que ces fonctionnements-là ont été théorisés, et ces fonctionnements ont été théorisés à partir de la pure expression de la théorie du chaos. On ne comprendra rien du tout, on ne sait pas avec certitude,
mais on comprend les résonances, et à partir du moment où on comprend les résonances, on se rend compte que ces millions de milliards de particules, on ne peut pas prédire où ça se trouve précisément pour une, mais on se rend compte que quand il y en a des milliards, ça résonne très très vite. Parce qu'un petit aspect statistique sur des milliards, ça sort du lot très vite et ça fonctionne de manière non pas prévisible, ça reste chaotique, mais l'ensemble évolue de façon prévisible. En tout cas, on peut prédire une partie du fonctionnement de l'ensemble. Et c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'obtenir des principes de lévitation quantique et des trucs comme ça. C'est tous les principes qu'on a pu trouver aujourd'hui découlent de cette simple compréhension. Alors évidemment, je sais que j'ai sorti le mot qui fait un peu peur, c'est-à-dire que la plupart des gens, dès qu'on dit quantique, c'est oh mon Dieu, c'est les geeks qui parlent de ça, c'est trop compliqué. En fait, renseignez-vous, c'est pas si compliqué que ça, c'est très intéressant. Et surtout maintenant que ça a été bien théorisé et considérablement bien vulgarisé sur le web, vous pouvez trouver toute une source d'informations très accessible à tout un chacun, même des gens qui n'ont pas d'esprit scientifique, et c'est hautement intéressant. Donc encore une fois, cultivez-vous, parce que c'est pour ça qu'on fait ces émissions. Je ne fais pas ces émissions-là uniquement pour blablater, c'est pour non seulement vous inciter à vous cultiver, et deux, comme on l'a dit, il y a double aspect bénéfique. D'une part, vous ne coucherez moins con demain en vous étant renseigné sur quelque chose que vous n'auriez pas forcément eu l'idée d'aller chercher par vous-même, et surtout, vous y gagnez aussi dans votre progression en trading, parce que je vous dis, ça vous aide à faire des liens. C'est-à-dire qu'en comprenant que ces structures-là suivent des raisonnements relativement similaires au raisonnement de trading, sans même vous en rendre compte, vous vous conditionnez déjà à progresser dans le trading. Parce que vous rendez compte que vous apprenez des processus, vous faites fructifier ce travail qui est aussi en plus bénéfique dans votre trading. Donc c'est doublement bénéfique, vous gagnez en information, vous êtes moins con. Bon après c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir parler physique quantique avec tous les gens dans la rue, mais ça reste toujours très intéressant comme domaine d'étude pour élargir un peu vos champs de pensée. Et puis encore une fois, il n'y a pas besoin que vous compreniez toute la théorie quantique, mais juste de regarder des vidéos de vulgarisation. J'essaierai de vous en sortir 2 ou 3 qui sont relativement intéressantes dans les prochains jours et je vous publierai ça sur Twitter. Et bien entendu. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. J'espère que cette petite élargissement de pensée vous aura plu. En tout cas, rappelez-vous, voilà, le but c'est surtout, entre guillemets, d'essayer d'ancrer ces mécanismes-là en vous faisant penser à autre chose pour créer des connexions, rien de plus, rien de moins. Et puis si ça ne crée pas de connexion, c'est pas grave dans tous les cas. L'essentiel, c'est que vous ayez retenu une partie des informations qu'on a données dans l'émission 1 et l'émission 2. C'est vraiment là que se trouve la source, mais c'est simplement ici pour essayer d'ancrer plus profondément ce savoir en vous. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve demain dans le Discord pour la partie live, comme toujours, le jeudi. Je prends 2 heures avec vous le matin. On répond à vos questions. Et différentes incompréhensions, si vous voulez des analyses custom, des trucs comme ça, si vous voulez qu'on revoie des trades que vous avez pris. On fait ça le jeudi matin, comme toujours, donc à peu près les horaires comme là actuellement, donc on va dire entre 10h et midi. On prend 2 heures pour répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas en live mais que vous voulez poser vos questions, vous pouvez les poser dans le Discord. Vous allez me mettre ça dans le canal, qu'est-ce qu'on avait dit, je ne sais plus. Ah oui, dans les questions ici. Donc dans toute la partie questions indicateurs, questions stratégie et questions libres. C'est-à-dire quand je ferai le live demain, je passerai par ces 3 canaux pour voir si vous avez éventuellement laissé des questions et j'y répondrai, même si vous n'êtes pas en direct. J'enregistrerai l'émission, j'ai complètement oublié de le faire la semaine dernière, mais cette semaine je le ferai. Donc il y aura un replay, bien entendu, pour ceux qui sont absents. Et sur ce... bonne journée à tous, à demain ou à la semaine prochaine pour les autres.